Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, spécialiste des relations plus épanouies au quotidien. Et aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets. Enfin, ça va être distribué en deux volets dans cette vidéo. Il y aura une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique, bien sûr, je la ferai avec mon assistante de prédilection ici, MK, qui m'aidera à exposer l'objet de mon propos. Alors, je vais commencer par la partie théorique parce que je pense qu'il est important de souligner le fait que de nombreux coachs dans le jiu-jitsu brésilien ont tendance à confondre l'idée de la connaissance et l'idée de l'expérience. Pourquoi? Eh bien, parce que, pour beaucoup, être expérimenté veut nécessairement dire avoir de la connaissance. Ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux dans le sens où l'expérience est notamment construite sur quelque chose de fondé et leur expérience vaut pour autant. Ça me rappelle un peu le propos qui avait été tenu entre John Danaher et Joe Rogan. Je ne sais pas si tu connais Joe Rogan, c'est un très grand podcaster, mais c'est aussi un spécialiste du jiu-jitsu brésilien. Et lors d'une interview qu'il conduisait avec John Danaher lui avait spécialement demandé, alors toi qui as fait du jiu-jitsu depuis une dizaine d'années à peu près, et qui a été instruit par Eddie Bravo, qui est un coach de renom, comment définirais-tu le problème qu'il y a quand deux personnes décident de se battre? Quel est le problème auquel ils sont réellement confrontés? Et je me souviens que Joe Rogan était resté comme ça, il dit, mais comment ça? Oui, il y a peut-être un problème de distance, il y a peut-être un problème de force, etc. Il a dit non. Le problème auquel les personnes sont confrontées, c'est la force qui réside dans leur hanche. C'est ça le premier ennemi. Et c'est vrai que Joe Rogan a pensé quelques secondes, il a dit, c'est vrai que j'ai jamais pensé les choses de cette façon-là. Et pour faire court, John Danaher a construit petit à petit la théorie présenté à Joe Rogan, qui pourtant avait fait du jiu-jitsu depuis un nombre d'années, mais n'avait jamais pensé les choses de cette façon-là. Ceci pour faire court et dire que on peut être expérimenté dans un domaine, avoir donc des arguments très forts dans le domaine, être une black belt, et dans le même temps, on peut avoir une connaissance assez floue de ce que l'on est en train de pratiquer. Quand il s'agit de l'expliquer, quand il s'agit de l'exposer, la présenter à d'autres. D'ailleurs, de la même façon, j'ai demandé à un étudiant dans le cours du jiu-jitsu, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il me dit, je fais du jiu-jitsu. Oui, mais tu fais quoi exactement? Il me dit, comment ça tu me demandes qu'est-ce que je fais? Exactement, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oui, mais je suis en train de jiu-jitsu, là, je suis en train d'essayer de passer la garde. Mais dans quel but? Il dit, oh là là, mais c'est quoi tes questions? J'ai dit, mais si tu ne me réponds pas précisément à ces questions-là, ça veut dire aussi que ce que tu es en train de faire sera peu précis. Et ça pourrait te poser un problème sur la distance. Donc, ceci pour dire que la connaissance, les apports théoriques ont leurs avantages et qu'il ne faudrait pas les négliger. Ce n'est pas parce qu'on est une black belt qu'on aura forcément la précision de tout ce qui est à exposer. Et ce n'est pas, à contrario, parce qu'on est une ceinture blanche qu'on ne saura pas avoir les définitions nécessaires et à propos qui pourraient donner un avantage à quelqu'un qui voudrait une explication. La connaissance n'a pas de couleur, la connaissance, que l'on soit ceinture noire ou ceinture blanche, elle n'aura pas de couleur. Après, l'expérience, ça c'est une autre histoire, parce que l'expérience, évidemment, demande une certaine intégration, demande de l'appropriation de la connaissance, et ça demande nécessairement du temps. Ça, c'était pour le premier point. Ceci m'emmène au deuxième point, qui est que, comme le disait si bien John Danaher, parlant de Roger Gracie, il disait que tous les athlètes compétents au haut niveau ne se transforment pas nécessairement en coach compétent. À moins d'avoir fait la démarche
consciente de poser son savoir sur la table, de l'examiner, de l'évaluer, de l'analyser, de le disséquer pour enfin le reformuler et le distribuer à d'autres, la plupart du temps, c'est un savoir embarqué, subconscient, que les coachs vont essayer de retransmettre à d'autres. Et de cette façon-là, ça ne fera pas d'eux les meilleurs coachs. Donc, il disait que c'était très rare que l'on voit de très très bons athlètes se convertir en très très bons coachs du fait de cet aspect des choses. Les athlètes qui avaient fait une très très bonne carrière ne prenaient pas nécessairement la distance, le recul, pour pouvoir après examiner ce qu'ils avaient fait et l'exposer à d'autres. Quand ils le faisaient, quand ils faisaient cela, eh bien ça donnait des coachs formidables, mais ces coachs-là sont rares. Voilà, ça c'est pour le deuxième point. Maintenant pour le troisième point. Ça m'emmène au côté raffiné de la technique. Et pour cela, je citerai l'exemple très récent de Craig Jones, parce que j'ai regardé un instructional de Craig Jones il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'est le Pendigo Guard. Et dans cet instructional, il expliquait qu'il avait eu à affronter un certain Vinny Magalhaes. Alors je crois que tu connais Vinny Magalhaes si tu es dans le grappling. C'est un champion assez costaud, assez redoutable, et qui a aussi cette réputation d'être quelqu'un qui est insubmersible aux leg locks. Il est inattaquable par les leg locks. Je crois que je pourrais même rajouter qu'il est simplement inattaquable parce que quand on regarde, je pense que c'était la finale de l'ADCC contre Verdum, où il est resté dans un armbar pendant 5 minutes sans que Verdum, avec la technologie de l'époque, puisse le finaliser. Ça revient simplement à dire que Vinny Magalhaes était vraiment un grand athlète. Et alors, Craig Jones explique que, sachant que c'était quelqu'un qui est inattaquable dans les leg locks, il fallait quand même qu'il trouve le moyen de l'attaquer dans ses leg locks. Il savait qu'il y avait eu des problèmes avec Gordon Ryan, il y avait des problèmes avec Gary Tonon. Il s'est dit, mais comment il allait faire? Et donc, il a trouvé, en plein combat contre Vinny Magalhaes, parce que Vinny Magalhaes apparemment résistait à ce qui était toute breaking mechanics avec les palm to palm, avec les wrist on wrist. Et il s'est dit, mais alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre peut-être un reverse figure 4. Et il a essayé le reverse figure 4, et quand il est parti sur sa clé de talon avec le reverse figure 4, malgré la souplesse de Vinny Magalhaes, malgré sa souplesse, a dû être finalisé. Il a dû arrêter le combat parce que c'était vraiment bien bloqué. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, ah, très très bien. Puisque j'ai trouvé qu'en fait, bien que le wrist to wrist, ça marche, bien que le palm to palm, ça marche, finalement, c'est le figure 4 qui m'a permis d'avoir la solution immédiate à un problème qui est assez élevé, surtout quand on rencontre quelqu'un qui est très très fort. Il a dit, du coup, sachant cela, maintenant, désormais, à chaque fois que je rencontre un adversaire qui est fort en défense de leg locks, plutôt que de m'embarrasser à essayer comme on le fait traditionnellement, même si ça marche très bien, à faire le wrist on wrist ou le palm to palm, eh bien, je vais directement au figure 4. Pourquoi? Parce que je présuppose que l'adversaire en face, il est vraiment fort, et donc je vais directement à la solution la plus radicale. Et moi, en entendant ça, bien que je suis maintenant très initié au système de John Danaher, j'ai dit, waouh, ça veut dire que peut-être que je devrais aussi faire comme lui. Donc il faut que je teste ce qui marche le mieux contre les plus forts. Et ce qu'il dit est tout récent. Il parle de reverse figure 4 au lieu de t'embarrasser avec les palm to palm, wrist to wrist. Et moi, je me dis, tiens, c'est ça que je vais faire moi maintenant. Donc, ce renseignement est tout neuf. Je me dis, je le rajoute dans mon panier et c'est ce que je vais utiliser en priorité, plutôt que de rester sur la technologie qui n'est pas si vieille que ça,
de John Danaher qui est très très bonne. John Danaher avec les wrist on wrist ou les palm to palm qui marchent très bien. Je me dis, non, bah écoute, il vient de dire que ça c'est quelque chose qui marche contre quelqu'un qui était réputé être très fort. Bah, c'est ce que je veux moi aussi. Même si je fais du jiu-jitsu à un niveau pur loisir qui est quelque part dans un coin à Nice, là, au Boxing Squad, non. Je veux la technologie la plus neuve, la plus récente, la plus raffinée. Et ça, c'est une attitude, c'est une façon que l'on devrait avoir en soi, je veux dire, peu importe le niveau, qu'il soit très haut, qu'il soit moyen ou bas, essayez d'avoir cet attrait pour les choses les plus probantes. C'était le troisième point et maintenant je vais aller dans le côté pratique et ça va revenir au sujet qui est celui de savoir si les gardes intérieures ou les gardes extérieures ont la même dynamique concernant l'entrée dans les leg locks. Alors, pour ça, je vais me servir de 3 exemples. Le premier exemple va être celui de la garde extérieure dès l'arrivée pour entrer dans les leg locks. Pour cela, je vais demander à mon partenaire de se lever. Et donc, on va se mettre ici en face. Tu sais d'ailleurs que pour attaquer les leg locks, pour entrer dans une garde de l'arrivée, une garde ouverte, c'est très important que tu aies en tête la notion de setup. C'est vrai que pour des besoins, je ne sais pas, d'apprentissage, d'enseignement, à chaque fois qu'on apprend l'entrée dans une garde, on s'installe dans une posture directement statique. On dit voilà, là, je suis dans ma garde dès l'arrivée. Je suis dans ma garde dès l'arrivée. À partir de là, je vais faire X, Y, Z choses. Mais avant d'arriver ici, il se passe quelque chose de très, très crucial. Il faut pouvoir arriver à cet endroit de façon safe et de façon à pouvoir exécuter son plan. Cette partie, le setup, est fondamental. Fondamental parce que c'est grâce à un bon setup qu'on a une bonne forme, qu'on a une bonne exécution de mouvement et qu'on a aussi des bons finish ou des follow-ups. Alors, ce n'est pas un cours sur les setups, mais c'était bien de le mentionner parce que sans les setups, et moi je trouve que ça m'a posé énormément de problèmes de compréhension à voir comment réagir dans une garde, simplement par cette idée que le setup est ce qui fait tout. Alors, c'est pas juste prendre un grip, c'est pas juste, non, c'est avoir un setup, avoir une stratégie, un setup qui est basé sur des mouvements, des actions qui vont conduire peut-être le partenaire, l'adversaire, dans un chemin, alors que toi, tu vas reprendre les affaires dans un autre chemin. Action, réaction, des choses comme ça. Donc, je vais donc revenir au sujet en prenant la Dell'Arriva. La Dell'Arriva, pour rentrer simplement ici, on va rentrer, par exemple, avec... il y aurait plein de choses à dire sur cette seated guard devant quelqu'un qui est debout, mais ce n'est pas l'objet du sujet. Je vais rentrer dans la Dell'Arriva. J'ai pris mon setup, je suis parti au sol. Et là, tout d'un coup, je suis dans la Dell'Arriva. On va reculer un peu par là-bas pour les besoins de caméra. Non, face à la caméra toujours. Là, voilà. Là, je suis dans la Dell'Arriva. Voilà. Hein, toujours bien aligné. Mes hanches, mes épaules et mes genoux sont dans le même sens. Donc, j'ai pris de l'angle bien comme il faut. Évidemment, j'ai mon Dell'Arriva hook avec ma jambe gauche qui est accrochée sur la hanche droite de mon partenaire. Ensuite, j'ai avec ma jambe droite un leg press ici qui est surtout valable en gi. Et sinon, je vais insérer mon hook
droit ici derrière son genou gauche. Et là, j'ai donc ma de la riva. À partir d'ici, comment rentrer dans les leg locks? Il faudrait nécessairement créer du déséquilibre. Ça, c'est inévitable. Le déséquilibre avec la de la riva, je peux l'installer vers ma droite là-bas. Je peux l'installer vers ma gauche ici. Je peux l'installer par-dessus moi-même. Et à l'aide d'un trépied, d'un tripod sweep, je peux, en changeant mon talon, en le posant ici sur la hanche et en verrouillant ici la cheville à l'arrière, faire tomber mon partenaire vers l'arrière. C'est ce qu'on va choisir de faire. On ne va pas le faire ici parce qu'on est sur du dur, hein, on n'est pas sur un tatami. Donc, on fait des choses pour des explications plutôt théoriques. Donc, à partir d'ici, tu as bien compris que j'ai ma de la riva. J'ai ma de la riva là, ici. Je sors ma hanche, je pousse, je la fais tomber, elle tombe. Hop, elle tombe. Et moi, pendant ce temps, technical stand-up, je me lève ici. Elle est au sol, moi je suis debout. Et je peux choisir à partir d'ici de revenir en straight ashigarami ou alors en outside, ici, outside ashigarami ou encore inside, ici ashigarami et attaquer les jambes, clé de talon, clé de cheville, etc. Mais tu auras constaté que pour faire ça, j'ai dû faire tomber mon partenaire et ensuite sortir de mon attaque pour re-rentrer dans l'attaque des jambes. Donc, il y a un côté un peu indirect quand j'utilise cette de la riva, de sorte que je suis obligé de faire un sweep, de sortir et de rentrer. C'est pas supplémentaires qui peuvent rendre la chose difficile, qui te permettent d'effectuer ce geste à un niveau bas, c'est-à-dire quand on est débutant, ça passe encore. Mais ce genre de choses à un niveau élevé, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne passera pas parce qu'il y a beaucoup plus de réactivité quand on a un niveau supérieur. Maintenant, on va prendre l'idée de rentrer par une garde interne. Donc, MK, tu vas te lever. Et là, pareil, donc il y a l'histoire de setup, je ne reviens pas là-dessus. Mais mettons, j'ai pris mon shin on shin, par exemple. Shin on shin. Et je suis rentré ici. Là, je me retrouve en Ashigarami, single leg X, avec mon hook droit sur la hanche gauche de mon partenaire et mon talon sur la hanche droite. Ici, je coince donc le talon. Alors évidemment, je dois monter mes hanches vraiment au-dessus, mais je ne vais pas le faire parce qu'on risque de faire tomber le partenaire. Et c'est vrai que ces hanches doivent être bien en haut, bien au-dessus de la ligne de genou et coincées. Donc, je ne le fais pas parce que je ne veux pas faire tomber mon partenaire. Là, on est sur du sol. Mais, je le répète, il faut les hanches au-dessus pour pas qu'on me dise « Ah, mais tu n'avais pas les hanches au-dessus ». Non, les hanches sont au-dessus, d'accord? Voilà. À partir de là, ici, je fais carrément tomber mon partenaire. Alors, on va reculer un peu. On a besoin de place. Donc, tu avances. Et là, tu descends au sol. Et là, quand elle descend, pas besoin de reculer, de me replacer. Je suis déjà en position avec mon Ashigarami ici. Je suis en position pour attaquer la jambe. Alors, si on part en version Dean Lister, je reste assis, ici pour contraindre mon partenaire. Si on part en version John Danaher, je vais me pencher par là. Je peux rester en straight ashi, je peux sortir cross, outside ashi, ou après attaquer ici. Bon, là après, il faut rentrer dans le système pour pouvoir naviguer tout ça. Mais la remarque
principal que je voudrais te faire, c'est que je suis ici directement en attaque sur la clé de jambe. Je n'ai pas eu besoin de transition, je n'ai pas eu besoin de sortir pour revenir, je suis directement là-dessus. Et c'est ça l'intérêt quand on attaque par des gardes internes. Pour réconcilier les deux, comment est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on écoute John Danaher. John Danaher nous dit quelque chose qui est que on va partir de la De La Riva. Si. On va partir de la De La Riva, donc de l'extérieur. Attends, toi. Je repars, je réinstalle ma De La Riva. Ici. Et de là, je vais essayer de passer à l'intérieur en utilisant une garde intermédiaire qui est la Mantis Guard. Alors, on va tourner un peu. Tu te mets là. Donc ici, j'ai mon crochet De La Riva. Crochet ici De La Riva avec ma jambe gauche. Le hook droit dans le genou. La Mantis Guard, j'utilise ma main gauche, je scoop en dessous et je viens récupérer mon tibia ici. Là, je suis en Mantis Guard. Alors la Mantis Guard, c'est carrément une garde. Hein. On peut l'utiliser de plusieurs manières. C'est toujours pas l'objet de la vidéo. Je sais qu'avec Rob Bernanke, c'est excellent tout ce qu'il montre par rapport à la Mantis Guard. Donc, de la Mantis Guard, j'ai ici mon tibia que j'ai sécurisé. Je peux faire un swim avec ma jambe et rentrer ici en dessous. Et voilà que je me retrouve, si je monte encore le bassin, en single leg. Et bien de la single leg, tu l'as reconnu, c'était l'exemple d'avant. Donc on peut repartir sur le schéma d'avant, le deuxième schéma que je t'ai exposé. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va poursuivre de la single leg. On va rentrer ici, tu vas mettre ton pied au-dessus de mon épaule. On va rentrer en X. Écarte un peu plus cette jambe. Voilà. Et donc, ici, on est en X-guard. D'accord? De la X, on va encore continuer. Mais pour ça, on va changer parce qu'on a besoin. Tu te mets par là, s'il te plaît. Donc, de la. Écarte un peu les jambes. De la X, pied au-dessus de mon épaule. Alors, on va faire face en diagonale. Voilà. De la X ici, je scoop. Ah, c'est là que je. Ici, le chapeau toujours là. Je scoop le genou. Avec cette X guard, là, voilà. Hanche ici, hanche là. Voilà. Bien contrôler les hanches, très important pour la X-guard. La main scoop ici au-dessous du genou. Je peux faire tomber mon partenaire vers l'avant ou vers l'arrière. Alors, ce que je vais faire, c'est déséquilibrer mon partenaire vers l'avant. Et pendant le déséquilibre, je vais en profiter pour passer de la X à la reverse X-guard. Donc, je déséquilibre, on va dire que je te déséquilibre. Donc, tu descends, et pendant que tu descends, hop, j'ai changé la disposition de mes pieds pour être en reverse X-guard. À partir de là, je vais maintenant essayer de ramener mon partenaire en saddle, donc position intérieure, position intérieure. Mais pour ça, j'ai 3 conditions à remplir, selon John Danaher. La perpendicularité, ça y est, elle est remplie. Nous sommes perpendiculaires, nos colonnes vertébrales sont perpendiculaires. Ensuite, je dois ramener son bassin au-dessus de ma tête. Bien au-dessus de ma tête. Voilà. Tenir. Et à partir de là, le genou droit doit être dans la poche de son bassin droit. Et quand j'ai ça, je peux carrément shooter ma jambe gauche et très tranquillement la faire descendre ici en saddle. On va tourner.
tourner, voilà. Et ici, je suis directement dans la saddle. Attaquer le talon, attaquer la cheville, etc., etc. Donc, ceci pour te dire que on a dans cette troisième alternative procédé par une garde extérieure, mais sans lâcher mon partenaire. Je suis passé par une intermédiaire qui est la Mantis Guard. Ensuite, j'ai pu rentrer vers la Single X. De la Single X à la X Guard. De la X Guard à la Reverse X Guard. Et de là, j'ai pu basculer dans la saddle. Tout ça en ayant toujours le contrôle des jambes de mon partenaire. Ne jamais lâcher le contrôle des jambes de mon partenaire. Ce qui me permet d'assurer un passage beaucoup plus solide, beaucoup plus contrôlé de l'extérieur vers l'intérieur. Si on veut faire ce passage de l'extérieur vers l'intérieur, John Danaher recommande ce système qui marcherait au plus haut niveau. Trois façons de rentrer. Il y a trois façons de rentrer dans la garde. Enfin, maintenant tu as trois façons de rentrer dans les leg locks. Tu as cette façon avec une garde extérieure et le retrait pour revenir, qui est plutôt une initiation que tu peux utiliser quand le niveau est encore débutant. Tu as la façon dite plus classique, là où tu peux rentrer donc avec un Ashigarami, straight Ashigarami, qui est une Open Kinetic Chain, comme on dit, une chaîne ouverte, qui est très efficiente pour rentrer dans les jambes, mais qui apporte moins de contrôle. Cette chaîne ouverte, c'est ça sa caractéristique, c'est qu'elle est rapide à exécuter, mais elle apporte moins de contrôle, alors qu'une chaîne fermée, une outside ashi ou inside ashi ou encore une 50-50, apporte plus de contrôle, mais est beaucoup plus difficile à exécuter à l'entrée. Donc, c'est un peu le petit dilemme à négocier quand tu veux rentrer dans les jambes, moyennant les Ashigarami. Donc, toujours la straight ashi pour rentrer plus facilement, mais moins de contrôle ensuite. Et en troisième position, on a la réconciliation quelque part, c'est-à-dire partir d'une garde extérieure, prendre un intermédiaire, c'est-à-dire la Mantis Guard, cheminer vers la X, la Reverse X, et aboutir en saddle sans jamais perdre le contrôle de la jambe. Donc, c'est comme ça qu'on réconcilie ces théories-là. Voilà pour cette entrée dans Leg Locks, et voilà aussi pour cette vidéo. T'as plu? Oui, beaucoup. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.